Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est celui de la pédagogie économique et de l'éducation financière. Nous sommes au grand démarrage de cette semaine de l'éducation financière et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marc-Olivier Strauss-Kahn. Marc-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres directeur général honoraire de la Banque de France. Marc-Olivier, je me permets, parce que j'ai toujours voulu vous demander en quoi consistait le poste de directeur général honoraire, Marc-Olivier. C'est un mot très gentil pour dire retraité. Ah, d'accord. Ça veut dire que mes propos n'engageront pas la Banque de France. Bon, en tout cas, vous avez une passion, je le dis comme ça, pour la pédagogie économique et l'éducation financière. Vous étiez venu nous voir en fin d'année dernière avec Anthony Benamou, qui est économiste. Vous êtes enseignant et Anthony également et professeur et maître de conférence. Vous veniez nous voir avec ce livre paru aux éditions Ellipse. On parie que vous allez aimer l'économie. Quand je dis que oui, l'éducation financière, la pédagogie économique est une passion, c'est même un engagement, Marc-Olivier. C'est un engagement. Je vois par exemple Citéco, la cité de l'économie, qui n'est pas encore assez connue et qui est un peu mon bébé. Ouais. Comme une preuve de cela. Je vais en faire la publicité rapide. Mais faites-le, c'est la semaine pour. C'est un endroit magique dans un hôtel particulier néo-gothique financé par la Banque de France et qui vous présente, qui est le plus grand musée d'éducation économique européen. Oh. Et puis j'aide Anthony Benamou qui a fondé A3E, l'association pour l'éducation économique des enfants. Donc ça démarre au CM1, CM2 et il n'y a pas de limite d'âge. Et d'ailleurs, ce livre est tout public, pour le rappeler. Tout public, devenant de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure qu'on le lit. Et là, je vais m'inspirer du chapitre 9 pour... faire un peu de pédagogie sur la crise, c'est ça, le sujet que vous allez choisir. On se reverra d'ailleurs en fin de semaine sur un autre thème que je dévoilerai en fin d'interview, Marc-Olivier. Mais là, vous avez choisi le sujet de la crise, en reprenant effectivement donc, le chapitre 9 de votre livre, qui s'intitule « L'histoire se répète-t-elle ?» où cette fois, c'est différent. Vous faites l'exercice de comparer ce qu'on a connu en 2007-2008, la crise financière mondiale, Lehman Brothers, pour le dire autrement, et tout ce qui s'en est suivi, avec ce qu'on vit, alors, depuis 2020, ce que les spécialistes appellent la polycrise, partant du choc Covid, et se multipliant avec, bien sûr, la guerre en Ukraine, le choc inflationniste, dont on commence peut-être à peine à sortir aujourd'hui, et je dis ça avec beaucoup de prudence. En quoi ce chapitre 9, là, peut-il nous éclairer, justement, sur ces mécanismes de crise ? Ce chapitre 9, c'est un peu un récapitulatif historique. On n'a pas de laboratoire en économie et donc le passé peut éclairer le présent. Et donc effectivement, si on regarde et qu'on compare la crise financière mondiale qui démarre vers 2007-2008 et celle dans laquelle on est encore et qui démarre en 2020, on peut mettre en avant un certain nombre de similarités, j'en citerai 3, et de différences, d'autant que cette crise n'est pas terminée avec Trump qui l'amplifie. Oui, la polycrise se poursuit avec Trump 2.0 aujourd'hui. Partons des points communs là. Alors, la crise de 2008 trouve son origine aux États-Unis, la crise Covid de 2020 trouve son origine en Chine, deux superpuissances qui sont dans une relation un peu conflictuelle. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on trouve comme point commun ? Au-delà, et pour résumer les choses simplifiées, il y a l'incertitude, l'impact sur le PIB et la croissance et la réaction des autorités. L'incertitude, en économie, c'est défini comme un risque qu'on ne peut pas quantifier. On ne connaît pas à l'avance et on ne peut pas bien mesurer sa probabilité et son impact. Et ça s'applique parfaitement au coronavirus, qui était une surprise, qui était un virus contagieux, invisible, et qui a gelé l'activité économique. Auparavant, on peut comparer les subprimes à un virus financier qui lui aussi a figé l'activité financière cette fois. Quant à Trump aujourd'hui, ce qu'il dit, annonce, se contredit, crée de l'imprévisibilité et donc pétrifie l'investissement. Ouais. Donc ça c'est la première similarité à grands traits. La deuxième, l'impact sur la croissance. D'abord, de très fortes récessions en 2008, 2009 plutôt, et 2020. Et puis, après le rebond,
une croissance relativement molle, sauf aux États-Unis qui s'en sort un peu mieux avec la productivité et sa flexibilité. Mais là aussi, Trump est en train de casser ce mécanisme, je le crains, avec son imprévisibilité. Troisième élément de similarité un peu plus complexe, la réaction des autorités, que ce soit budgétaire ou monétaire. Ouais. Alors, d'abord en actes, et puis aussi en parole. En actes, eh bien, c'est l'augmentation des déficits, l'accommodement monétaire. Tout ça se traduit ou résulte en une augmentation des dettes sur PIB qui atteignent des niveaux inégalés, en particulier dans les économies avancées. Et ça n'est soutenable, on le sait, que si la vitesse de croissance du numérateur, la dette publique, et donc la vitesse, c'est le taux d'intérêt qui s'applique à cette dette, n'est pas supérieure à la vitesse de croissance du dénominateur, le PIB, et donc la croissance. La fameuse formule R-G. Ouais. Or, on est dans une situation où, après une période où R et G étaient à peu près pareils, on a toujours une atonie de la croissance, même si elle pourrait ne pas être aussi mauvaise que certains l'espèrent. J'ai écouté les précédents. Les perspectives s'améliorent, Voilà, Marc-Olivier. Les perspectives s'améliorent. Grâce à l'Allemagne. Mais ça ne va pas, tout tirer d'affaire. Et vrai. Pendant ce temps, le taux long aux États-Unis, en Europe, a tendance à augmenter parce qu'il y a une inflation qui menace malgré les efforts de désinflation. Bon, vous savez comment sont les... Ça, c'était en acte. Et en parole, Oui. le parallèle, c'est le whatever it bien takes, sûr. qui a été repris par Macron en quoi qu'il en coûte, et maintenant qui est invoqué par Merz pour justifier l'effort de défense allemand. Le whatever it takes originel étant celui de Mario Draghi, 26 À juillet l'origine, 2012. en 2000. Bien sûr, mais décliné de multiples fois désormais. Oui, je reviens sur la partie précédente de l'émission. Oui, les investisseurs, vous savez comment ils fonctionnent. Ils ont une capacité à s'enthousiasmer, peut-être un peu plus importante que les économistes qui travaillent dans le temps long aussi. Sur le temps long. Et ils sont payés parfois pour s'inquiéter. Et là, Les banquiers centraux. Oui, payés pour regarder les risques. Regardons les différences entre 2008 et la polycrise depuis 2020. Je reprends le titre de votre chapitre 9, donc, d'ailleurs qui reprend le titre d'un célèbre livre des économistes tout aussi célèbres, Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt. Exactement. Est-ce que l'histoire se répète ou est-ce que cette fois c'est différent ? Alors, il y a des éléments de différence, il y en a même plus. Et là encore, en simplifiant, je vais en citer 5. Ça va être le processus ou son déclenchement, le rôle de la finance, l'inflation, les marges budgétaires et monétaires qui demeurent, et la géopolitique. Alors d'abord, le déclenchement, il est totalement différent. En 2008, c'est une crise qu'on appelle endogène, financière, qui affecte d'abord la demande, et puis elle se répand sur le reste. En 2020, on a l'inverse, on a une crise qui est dite exogène, et qui affecte d'abord l'offre, le secteur réel, parce que le confinement empêche d'aller produire. La première, la réaction consistait à empêcher une mort subite de la finance. Si on continue le parallèle, la seconde, elle consiste à mettre l'économie dans un coma artificiel. Ceci afin de préserver la capacité de l'économie à rebondir, le capital humain et aplanir la fameuse vague pour les hôpitaux. Actuellement, et si on continue la parabole, je ne sais pas trop ce qu'on peut penser des morts-vivants, je dirais, que sont clairement l'OMC, peut-être l'ONU, qui c'est le G20, les institutions internationales, avec les coups de boutoir auxquels on assiste. Ça, c'était pour le... Première différence. J'ai cité la finance, et donc la deuxième, c'est le rôle de la finance. Pour simplifier les choses, 2008, c'est parti du problème. 2020, ça a été partie de la solution. Et en France, on l'a vu avec les PGE, où les banques ont aidé à sortir du problème. Grâce aux efforts de régulation qui avaient été faits entre 2010, disons, et 2020, et je veux saluer la vidéo que Christine Lagarde nous a offerte quand elle était au FMI, et qui est à Citeco, et qui développe ces éléments de régulation. Et c'est cette régulation que Trump avait déjà commencé à
À déverrouiller, à abîmer. Oui, oui, exactement, à abîmer, et qui explique la crise bancaire limitée aux États-Unis de mars 2023 et sa non-contagion à la zone euro. Ouais. Alors maintenant, il faut simplifier les choses, mais attention à ne pas trop déréguler. Ouais. Troisièmement, l'inflation. Alors elle était, après s'est effondrée dans les deux cas et avoir rebondi, elle était perçue comme moribonde dans la décennie 2010-2020, ce qui n'a pas été le cas à cause du rebond qu'a imprimé l'invasion russe de l'Ukraine, avec une augmentation des prix des matières premières et agricoles. Et donc, on a évité ce problème auparavant. On est en train d'être dans une désinflation, mais les tarifs vont obligatoirement avoir un impact en termes de... Alors, je ne dirais pas nécessairement stagflation, si la croissance allemande tire un peu le reste de l'Europe, mais une croissance qui n'est pas très forte et une inflation qui peut rebondir, d'où, après avoir annoncé qu'elle allait continuer à baisser ses taux, une relative prudence des pronostics sur ce que fera la BCE au-delà de l'été. Du coup, ces éléments militent pour l'idée d'une grande vigilance vis-à-vis des endettements publics, ce qui est un risque qui pèse aujourd'hui sur la soutenabilité des trajectoires des finances publiques. Voilà, alors on peut toujours être surpris. En 2020, on croyait déjà qu'il n'y avait plus de marge. Ouais. On avait déjà des dettes publiques très élevées, on avait des taux d'intérêt déjà très bas, et pourtant, on a trouvé des marges parce que, en particulier, il n'y avait pas nécessairement de coupables à désigner, et puis les morts s'accumulaient. On n'est pas exactement dans la même situation et il faut donc faire un peu attention, d'autant que les défis s'accumulent, climatiques, de défense, des investissements numériques, ce qui pousse les taux longs à augmenter probablement plus que la croissance. Et puis le dernier, c'est la géopolitique. Ouais, le monde a changé. Le monde est en train de changer, il n'a pas fini de changer. Ouais. Jusqu'à, pour simplifier là encore, jusqu'à 2014, on est dans un processus qui reste de globalisation. Ce qui compte, c'est l'efficacité, ce qui marche, c'est la coopération internationale. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, les sanctions, on est entré dans un monde de fragmentation. Ce qui compte, c'est la sécurité, c'est la souveraineté. Et donc, on n'est plus du tout dans la même situation et cette fragmentation est en train de s'appliquer au sein même des démocraties avancées, au sein du G7, par l'action de Trump à nouveau. Et c'est probablement cela la menace la plus grave. Je note qu'en net, il y a plus de différences quand même que vous notez, Marc-Olivier, que de similarités. Il y a plus de différences. Donc l'histoire est différente alors. Disons, vous savez, la formule classique, elle rime, ou bien si on n'est pas très poétique, on est plus prosaïque, on dit qu'elle bégaye. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pendant qu'on se consacre à effacer les séquelles du passé et à combattre les sursauts, je vais l'appeler de la bête du monde qui se cache derrière le populisme, eh bien on ne repense pas à nos modèles de développement et on a Trump qui ne tire aucune leçon de ses errements passés. Bon, merci beaucoup pour cette appréhension des mécanismes de crise, la comparaison 2008 et puis la crise qu'on vit depuis 2020, la polycrise comme vous l'appelez, Marc-Olivier. On vous retrouve vendredi, on parlera crypto, on parlera pour changer des crises. Système de moyens et moyens de paiement, on verra qu'on est toujours dans la géopolitique. Avec grand plaisir. Marc-Olivier Strauss-Kahn, je rappelle votre livre avec Anthony Benhamou, on parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse.